Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Allô? Oui, allô? Est-ce que vous Oui, oui, m'entendez maintenant? oui, nous te suivons. D'accord. Ok, bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, directeur Faouzi. Désolé, j'ai eu quelques aléas de connexion. Donc, je suis maintenant en ligne et je constate que nous sommes à peu près une cinquantaine déjà connectés. Je passe la parole d'abord aux organisateurs, Yvan, Lionel, le temps de nous juste l'introduction et pour nous confirmer que les panélistes sont tous présents et que nous puissions démarrer. Désolé encore à tous ceux qui sont déjà connectés depuis et pour lesquels qui ont dû patienter, que je puisse régler mon problème. Bien, merci Monsieur Faouzi de me permettre d'intervenir. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je suis Lionel Oubitel, responsable relations clients au guichet unique. Je commence par vous remercier pour votre présence. Je commence par vous remercier pour votre présence à ce webinaire sur les formalités d'exportation du bois que nous avons jugé important d'organiser ici avec le concours de tout l'écosystème du commerce extérieur sur ce segment-là. Donc, le webinaire se tiendra sur 2 jours, aujourd'hui et demain, compte tenu du nombre de participants qui devront intervenir. Nous avons tour à tour le GUS, le MINFOF, la SGS, la Direction générale du Trésor, notamment le service régional d'échange, le CNCC, le MINCommerce, le poste de police phytosanitaire, la Direction générale des douanes, la régie Tengan à conteneurs du port de Douala et le port autonome de Crédit. Pour cette journée, nous aurons principalement comme intervenants le GUS, le MINFOF, la SGS et la Direction générale du Trésor. Je pense que les panélistes sont tous présents. Je les prie ici de nous faire un signe pour que nous puissions nous rassurer que le quorum est atteint et que nous puissions démarrer. Je vous remercie. Garel? Oui, oui, Lionel. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Monsieur Fouet? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Fouet. Monsieur Mayada? Monsieur Mayada? Monsieur Mayada, est-ce que vous pouvez activer votre micro pour nous confirmer votre présence? Donc, en attendant que Monsieur Mayada nous fasse signe, Madame Amougou? Madame Amougou? Madame Amougou semble avoir quelques difficultés également. Monsieur Ondoa? Ça a l'air d'être Madame Ondoa.
Allô? Allô? Oui, je disais que ça allait plutôt d'être Madame Ondo. Allô, c'est Madame Amougou Minfof. Oui, merci Madame Amougou qui a bien pu réagir. Madame Ondoa de la DGTCFM. Donc, nous avons Madame Ondoa et Monsieur Mayada qui n'ont pas encore pu réagir. Je pense qu'ils pourront prendre le train en marche. Donc, je vais rappeler également que le webinaire se tient dans les deux langues officielles, en français et en anglais. Donc, vous avez la possibilité pour ceux qui sont d'expression anglaise de cliquer sur le bouton interprétation et de sélectionner votre langue. Monsieur Faouzi, si vous le permettez, je vous repasse la parole pour l'introduction des différents panélistes, sachant que la plupart ont pu réagir, excepté Monsieur Mayada et Madame Ondoa. Bien. Merci Lionel pour la parole donnée. Bonjour, bonsoir et une bonne après-midi une fois de plus à tous les panélistes. Bon après-midi à tous les webinaristes qui ont pu se connecter et se joindre à nous dans cet exercice qui consiste à parcourir ensemble les formalités d'exportation et en particulier celles relatives au bois. Pourquoi le bois? Nous rappelons que le bois, encore appelé l'or vert, a été pendant longtemps pour le Cameroun pourvoyeur de devises au niveau du Cameroun et qui a un poids non considérable, un poids non négligeable autant pour moi dans le cadre de la balance commerciale pour le Cameroun. Et bien entendu, ce produit, comme tous les autres produits d'exportation, ont subi toutes ces dernières années un certain nombre d'aléas ou de nécessités d'adaptation conformément à plusieurs réformes qui ont été implémentées ça et là par diverses administrations. On a encore en souvenir la dernière en date, le règlement CEMAP qui a été mis à jour pour mieux encadrer la réglementation d'échange sur tout ce qui concerne les exportations et importations dans le cadre du suivi des financements et des rapatriements des devises. Nous pensons également à tout ce qui est réforme qui est implémentée par la SGS. Nous pensons aux innovations qui sont mises en œuvre par le guichet unique. Nous pensons à tout ce qui est mis en place par l'administration des douanes, la direction générale du Trésor et bien d'autres acteurs tels que le Conseil national des changeurs qui s'efforcent d'accompagner les différents usagers à mieux cerner ces problématiques, à mieux s'adapter. Aussi, le guichet unique dans le cadre de ces missions a beaucoup implémenté un certain nombre de réformes dans le cadre de la digitalisation des formalités du commerce extérieur. Et c'est pour cela que nous avons pensé utile, bien que beaucoup aient déjà suivi des formations spécifiques, de rappeler au grand public et à tous les acteurs, toutes les parties prenantes, les règles qui régissent ces exportations de bois en allant dans les détails de chacune de ces procédures, bien entendu, animées à chaque session par les administrations ou les acteurs concernés. Donc, ce webinaire permet donc en réalité de sensibiliser toutes les parties prenantes sur les modalités de mise en œuvre de tous ces textes et toutes ces innovations dont j'ai parlé tantôt et surtout comment se les approprier dans une dynamique d'anticipation à travers les outils digitaux qui sont mis en place aussi bien par le guichet unique que les différents partenaires des opérations du commerce extérieur. Donc, pour ne pas être trop long dans
dans ce propos introductif de ce webinaire, pour planter un peu le décor, nous allons vous proposer d'aller tout de suite dans le décor. Je vais dans le sujet, dans le vif du sujet. Monsieur Oubilitek vous a présenté un peu l'ossature, le squelette de ce webinaire. Et ce webinaire démarre dans la partie présentation avec le guichet unique qui va se charger de nous édifier sur le formulaire unique des opérations du commerce extérieur et comment cet outil va aider à anticiper les procédures. Nous avons, pour animer cette session, le senior analyste du guichet unique qui est en charge du service analyse et qualité logicielle. J'ai nommé Madame Gahan Ketchagarel, épouse Focam, qui a dans la lourde responsabilité de nous animer cette session. Je pense que les organisateurs se sont voulus gentlemen. Ils ont donc donné la parole en premier à une dame. Et je rappelle également que, au regard de la constitution des panels, c'est plutôt équilibré. On ne va pas taxer le guichet unique de ne pas respecter la dimension genre dans l'organisation de ces événements. Madame Focam, vous avez la parole. Merci, M. Fawzi, de me passer la parole. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Nous allons, notre présentation porte essentiellement sur le formulaire, la construction du formulaire unique et quels sont les avantages qu'elles apportent pour les procédures du commerce, les procédures liées à l'exportation du bois. Donc, nous allons commencer notre présentation qui va s'articuler sur quelques points. Désolé. OK. Notre présentation se fera autour de 3 points. Nous allons commencer par le guichet unique en bref, c'est-à-dire c'est quoi le guichet unique et d'où part le guichet unique. Ensuite, au second point, nous parlerons des procédures liées à l'exportation du bois sur e-Force. Et nous allons terminer notre présentation par les unités d'accompagnement du guichet unique. C'est quoi le guichet unique? Il faut dire que le guichet unique est un groupement d'intérêt économique et qui est géré par plusieurs organes. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons le conseil d'administration, nous avons la direction générale. Et comme principale mission du guichet unique, le guichet unique a pour principale mission la réduction des coûts et des délais, et la réduction des coûts et des délais en ce qui concerne les formalités, les opérations de dédouanement. Le guichet unique a été multiplié depuis 2000 et nous avons commencé par un guichet unique physique qui rassemblait en son sein tous les acteurs dans un point et à la suite des limites observées par ce guichet unique physique. Depuis 2008, le guichet unique a commencé une seconde phase qui était le rassemblement de tous les acteurs sur une même plateforme. Donc, depuis 2008, on rassemble tous ceux qui interviennent, ou du moins tous les maillons de la chaîne logistique sur la même plateforme. Et c'est quoi le guichet unique? Il faut dire que le guichet unique est un dispositif national ou encore régional qui rassemble sur qui est conçu autour d'une plateforme informatique. Et ce guichet unique permet aux opérateurs et aux acteurs, pour les opérateurs d'initier leurs demandes et pour les acteurs de traiter les demandes, de mettre à disposition ces livrables. Également, le partage de ces livrables-là, donc sans plus transporter les documents physiques. Donc, on les retrouve autour d'une plateforme pour le guichet unique. Nous parlons du IGUS, du e-Force autant pour moi. Donc, nous avons un formulaire unique qui rassemble tous les opérateurs, tous les acteurs de la chaîne logistique. Donc, quelles sont les procédures même d'exportation du bois? Nous allons voir ensemble la chaîne
et les différents circuits pour les procédures d'exportation du bois. Il faut dire que les procédures sont scindées en plusieurs circuits. Nous avons le premier qui concerne beaucoup plus les préalables, c'est-à-dire les autorisations spéciales, l'inscription au fichier d'exportateur. Nous avons le premier qui est beaucoup plus lié à la négociation et beaucoup plus lié, est basé sur une spéculation qui est regroupée dans le prédonnement. C'est-à-dire dans ce prédonnement-là, nous avons la déclaration d'exportation. Il faut dire que cette phase est beaucoup plus déclarative. Et dans ce circuit de prédonnement, nous avons deux parties, à savoir la première partie qui est une partie transactionnelle et la seconde partie qui est l'expédition. Nous avons la prise en charge qui regroupe en quelque sorte toutes les procédures liées aux administrations techniques. Donc, dans cette prise en charge-là, nous aurons le certificat phytosanitaire, nous aurons l'empotage. Nous avons pour la troisième partie le circuit de dédouanement. Dans le circuit du dédouanement, nous retrouvons la redevance marchandise, nous retrouvons le BEX, nous retrouvons la déclaration en douane et nous avons une dernière partie qui concerne l'embarquement. Il faut dire ici que dans l'embarquement, nous avons les certificats d'origine. Donc voilà de façon très brève la chaîne logistique pour ce qui est des exportations du bois. Ici, quelles sont les procédures qui sont sur la plateforme ou du moins comment est-ce que ces procédures sont orchestrées sur la plateforme? Nous allons toujours commencer par nos préalables. Nous avons l'inscription au fichier des exportateurs du Cameroun. Nous avons la carte de contribuable. Nous avons les autorisations spéciales qui, pour notre produit, est obtenu au niveau du MINFOF. Nous parlons naturellement du bois. Pour la deuxième partie, nous avons la partie transactionnelle qui regroupe les procédures telles que le bulletin de spécification. Il faut dire ici que le bulletin de spécification, pour le moment, est en phase de pilote à crédit. Nous avons la déclaration d'exportation. Nous avons la domiciliation bancaire. Nous avons la licence à l'export. Et à la troisième partie qui est l'expédition, nous avons le bordereau de taxation. À la quatrième phase, nous avons la prise en charge qui regroupe principalement deux procédures. Nous avons l'empotage, nous avons le certificat phytosanitaire. Il faut dire ici que dans le certificat phytosanitaire, nous avons d'autres procédures, à savoir l'inspection, le traitement et l'attestation de traitement. Nous avons également comme dernier point le dédouanement qui regroupe la déclaration en douane, le BEX, le certificat d'origine et la redevance marchandise. Qu'est-ce qui encadre, quels sont les textes ou les lois qui encadrent la plateforme du guichet unique? Nous avons la loi sur le commerce extérieur de 2010, la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité de 2010. Nous avons la loi sur la communication électronique datant toujours de 2010. Nous avons le décret fixant les modalités d'exploitation de la plateforme EGUS pour les opérateurs du commerce extérieur. Nous avons la décision portant création du comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la dématérialisation. Nous avons le protocole d'accord pour ce qui est des paiements. Nous avons la loi sur le commerce extérieur et son décret d'application. Nous avons l'instruction ministérielle sur la prise en charge des marchandises par voie électronique qui date de 2013. Voilà quelques textes qui encadrent la plateforme du guichet unique et tout ce qui est procédure électronique. Quelles sont les fonctionnalités du e-force ou quels sont les avantages qu'offre le formulaire unique? Déjà, pour accéder à la plateforme du guichet unique, nous avons naturellement besoin des codes d'accès. Comment est-ce qu'on obtient ces codes d'accès au guichet unique? Nous avons deux canaux de demande. Nous avons un premier canal où on peut passer par mail, c'est-à-dire on adresse un mail à la hotline du guichet unique
en indiquant toutes les informations sur les utilisateurs, les CNI des futurs utilisateurs, quel est le rôle de l'entreprise, est-ce qu'un importateur, un exportateur ou un transitaire, un CAD, c'est-à-dire on indique la qualité de l'entité, ou encore on peut tout simplement construire son dossier et déposer le dit dossier au service, à la section service aux usagers, plus précisément à la salle d'assistance. Nous avons les deux adresses via lesquelles nous pouvons envoyer notre mail pour la demande de création de code. Nous avons hotline@guichet-unique et ou encore nous pouvons l'adresser à aline.guichet-unique@guichet-unique.org qui est responsable de service aux usagers. Quelles sont les fonctionnalités du eForce? Le eForce, à travers eForce, on a la possibilité de se connecter, on peut changer son mot de passe, on peut rechercher un dossier, on peut créer un dossier par copie et tout naturellement, on peut initier un nouveau dossier. Nous avons également la possibilité de faire la modification d'un livrable, la possibilité de consulter un dossier, de télécharger nos livrables, de consulter l'historique de notre dossier, de coter un dossier à un transitaire, de répondre aux compléments d'information. Ici, nous avons la première page qui est la page d'authentification, c'est-à-dire après l'obtention des codes d'accès à la plateforme du guichet unique, on nous envoie, après la demande, un mail est envoyé avec l'identifiant et un mot de passe. Il faut rappeler ici que ce sont des informations personnelles. Donc, nous avons l'identifiant, nous avons le mot de passe. Dès que nous renseignons notre identifiant et notre mot de passe, nous cliquons tout simplement sur « Connecter ». Après avoir cliqué sur « Connecter », nous accédons à une page que nous appelons la page d'accueil. Cette page d'accueil-là, nous avons tous les différents formulaires auxquels nous avons droit. Et pour ce qui concerne spécialement les procédures du bois, nous cliquons sur le formulaire initiation du dossier de prédouanement. Et en cliquant sur ce dossier-là, nous accédons à une seconde page. Sur cette page-là, nous avons la possibilité de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Nous sommes en train d'initier une procédure d'exportation. Nous cliquons sur exportation classique. Une fois que nous avons cliqué sur exportation classique, nous sélectionnons le type de notre marchandise. Est-ce que nous voulons exporter les grumes ou nous voulons exporter les débités? Là, nous sélectionnons le type de marchandise. Après avoir sélectionné le type de marchandise, nous renseignons tous les champs obligatoires. Il faut noter ici que tous les champs qui ont l'astérisque rouge renvoient aux champs obligatoires. Nous ajoutons les pièces et il faut toujours respecter les caractéristiques pour ce qui est des pièces jointes, c'est-à-dire nous scannons les pièces sous format PDF, de préférence de couleur noir et blanc, et nous avons une taille inférieure ou égale à 1000 kilooctets et nous cliquons sur « Envoyer ». Une fois que nous avons cliqué sur « Envoyer », nous avons un numéro qui commence par EP et nous avons la possibilité de créer ce dossier par copie. Et il faut ici rappeler que lorsque nous créons les dossiers par copie, il faut être très vigilant, c'est-à-dire il faut se rassurer que nous avons corrigé toutes les informations et que nous avons de bonnes informations renseignées. Une fois ceci fait, nous cliquons sur « Nous pouvons renvoyer notre dossier ». Donc, après la fonctionnalité de création par copie, nous avons la fonctionnalité de consultation. Donc, si vous observez la flèche vous indique le bouton qui vous permet de consulter votre dossier. Comment télécharger les documents sur la plateforme du guichet unique? Nous cliquons sur le bouton Initiation du circuit de prédouanement à l'export. Une fois que nous avons cliqué, nous identifions le dossier concerné. Nous cliquons sur le bouton, sur l'onglet Documents
Et pour ce qui est du prédédouanement à l'export, les livrables que nous pouvons retrouver, là, nous avons la déclaration d'exportation. On dirait que nous avons perdu Madame Foucault. Bien, le temps que Madame Foucault nous rejoigne, je me permets de faire une petite synthèse de sa présentation. Elle a commencé d'abord par très rapidement présenter le guichet unique depuis sa jeunesse, ses organes opérationnels de gestion et opérationnels autant pour moi. Après, elle a pris la peine de présenter un peu le circuit de la chaîne logistique à l'export, en allant étape par étape de la phase de prédédouanement, la prise en charge, le dédouanement et l'enlèvement, l'embarquement autant pour moi. Après cette étape qu'elle a pris pour présenter, elle a un peu disséqué comment est-ce que toutes ces procédures sont orchestrées au niveau de la plateforme pour enfin aller vers une phase pratique où elle présente les différentes interfaces, les différents outils tels qu'ils ont utilisés pour faciliter un peu la vie aux opérateurs depuis l'initiation de leur dossier, le suivi du dossier, comment ils peuvent télécharger les documents, comment ils peuvent suivre le statut de chaque document, comment ils peuvent coter le dossier aux opérateurs, comment ils peuvent changer le mot de passe, etc. etc. Donc, malheureusement, c'est lors de cet exercice de présentation de ces différentes interfaces que certainement elle a quelques soucis techniques. Nous n'avons pas pu l'écouter jusqu'au bout. Mais qu'à cela ne tienne, vu que le temps imparti pour le bus est déjà terminé, nous allons essayer d'avancer et lors des phases des questions-réponses, les précisions additionnelles pourraient être apportées par Madame Foucault à tous ceux qui souhaiteraient la voir. Mais l'essentiel, c'était de comprendre qu'il est possible aujourd'hui de faire toutes ces formalités d'exportation de voix en utilisant essentiellement les outils digitaux mis en place par le guichet unique en liaison avec ses partenaires techniques à travers, bien entendu, le formulaire unique des opérations du commerce extérieur pour faciliter l'anticipation. Pour la prochaine session, nous allons donner la parole à un acteur important du commerce extérieur, qui est le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce qui a la lourde responsabilité de nous présenter comment se passent les formalités d'inscription au fichier d'exportateurs que nous allons tout de suite passer la parole au ministère du Commerce pour la présentation. Alors, merci beaucoup déjà pour la brillante présentation précédente. Je rappelle que nous sommes en présence de M. Foé Somba Boris, qui est inspecteur des prix, poids et mesures assermenté, diplômé de l'ENAM. Il est cadre au niveau de la direction du commerce extérieur, plus précisément à la sous-direction des échanges commerciaux. C'est également un expert en marketing et communication, diplômé de l'ISEG de Paris. Monsieur Foué, je vous donne donc définitivement la parole. Merci beaucoup. Alors,
je souhaiterais par contre pouvoir partager l'écran pour faire voir la présentation. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est possible. Les organisateurs vont se charger de le faire tout de suite. D'accord. Alors, là, c'est bon, tout le monde voit? Oui. En tout cas, OK. moi, je le vois. Oui. D'accord. Alors là, ici, comme vous l'avez dit, le ministère du Commerce est un des acteurs qui intervient dans cette activité-là d'exportation des marchandises et même des services. Et il nous a été demandé par le GUS de présenter ici les procédures d'inscription au fichier des exportateurs et le programme d'appui aux exportations. Bon, peut-être pour un petit rappel, nous avons les ministres des eaux et forêts de la sous-région qui sont en train de mettre en place, enfin chaque gouvernement qui est en train de mettre en place l'interdiction d'exportation des bois sous forme de grumes. Et ici, je sais que le GUS est déjà assez avancé sur ce dossier-là. Alors, ici, nous allons commencer par l'introduction, puis nous passerons au régime des exportations des marchandises. Cette partie consistera juste en un petit rappel des régimes d'exportation. En grand 2, nous verrons les formalités d'inscription au fichier des exportateurs. Et en grand 3, nous verrons les mécanismes de soutien aux exportations. Donc, pour l'introduction ici, il est important de ressortir les formalités proprement dites relatives à l'inscription au fichier des exportateurs et nous avons trouvé judicieux, comme je disais précédemment, de présenter d'abord les régimes des marchandises. Donc, au niveau des régimes, on verra qu'au niveau de la loi numéro 2016/004 du 16 avril 2016 régissant le commerce extérieur, il existe 3 régimes d'exportation. Le régime de la liberté, le régime restrictif, ici on a les autorisations spéciales et les autorisations préalables, et le régime des interdictions. Au niveau du régime des libertés, bon, comme on peut s'imaginer, hein, c'est la liberté d'exportation d'un produit X ou Y du moment qu'il n'entre pas, qui ne présente pas certaines caractéristiques qui amènent le gouvernement à s'y intéresser d'un peu plus près dans le cadre d'une autorisation ou alors carrément à l'interdire. Hein. C'est ici, je ne sais pas, des bananes, des huiles cosmétiques. Bon, ça dépend vraiment de ce que l'opérateur voudrait exporter. Maintenant, en 2, on a le régime restrictif, en commençant par les autorisations préalables. C'est un régime qui indique que les autorisations d'exportation et d'importation de certains produits sont accordées par le ministre du Commerce après visa technique de l'administration publique concernée. Et il s'agit des produits qui touchent à la moralité, la sécurité, l'ordre public, l'hygiène et la santé, la protection de l'environnement, de la faune et de la flore, ainsi que le patrimoine culturel. Au niveau des autorisations spéciales, le décret 2017/6523 PM du 7 juin 2017 fixant les modalités d'application de la loi de 2016 vue plus haut précise que ces autorisations spéciales sont accordées par le ministre du Commerce et à la demande des personnes morales ou physiques n'ayant pas le statut de commerçant et qui désirent importer ou exporter des marchandises à des fins non commerciales. Elles sont délivrées à titre ponctuel ou occasionnel et un opérateur ne peut bénéficier de plus d'une autorisation au cours d'un exercice budgétaire. Ensuite, le régime des interdictions. L'article 9, alinéa 1 de la loi numéro 2016/004 régissant le commerce extérieur stipule que l'importation et l'exportation des armes chimiques ou tout matériel de fabrication des armes chimiques, tout document ou support de technologie et d'information destiné à permettre ou faciliter cette activité est interdite. Donc ici, il faudra vraiment faire attention aux éléments qui doivent être exportés et aussi, je sors un peu du cadre, mais importés,
parce qu'il donc il faudra faire attention à ces niveaux-là. On passe directement au niveau des formalités d'inscription au fichier des exportateurs. Il faut rappeler que l'inscription au fichier est tenue par le MINCommerce aux fins d'enregistrement administratif des opérateurs et d'obtention d'agréments ou d'autorisations spéciales pour certaines opérations. Donc, en premier point, on voit qu'il y a des conditions d'inscription au fichier auxquelles il faut souscrire. Et en deuxième, on verra qu'il y a des modalités d'inscription au fichier. Donc, en ce qui concerne les conditions, encore une fois, selon le décret 2017-6523 du PM du 7 juin 2017, l'inscription est ouverte à toute personne physique ou morale ayant le statut de commerçant, conformément cette fois-ci à la loi numéro 2015-018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale, ainsi qu'aux organisations paysannes dûment constituées et désirant exporter une partie de leur production. On fait référence ici, enfin le cas le plus courant, c'est souvent le cas du cacao et du café qui tient une bonne place au niveau des exportations du Cameroun. Les modalités d'inscription pour le cas des marchandises rattachées au régime des libertés, donc il n'y a pas besoin d'autorisation préalable. Il convient de préciser que l'inscription dans ce registre ne nécessite aucune autorisation, comme dit, et le dossier est constitué, à constituer et à déposer auprès des services compétents du ministère du Commerce. Donc, au niveau du commerce, de la direction du commerce extérieur, plus précisément la sous-direction des échanges commerciaux, porte R56 au niveau de l'immeuble Rose. Il faut donc avoir une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant l'adresse complète du postulant, personne physique ou morale, son secteur d'activité ou la nature des marchandises à exporter, une expédition de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, au registre des sociétés coopératives, le cas échéant, la copie certifiée conforme de la patente, un plan de localisation, une copie certifiée conforme de la carte de contribuable, une attestation de non-redevance en cours de validité. Pour le cas des marchandises rattachées au régime de liberté, encore une fois, on a une attestation pour soumission ou une attestation de non-utilisation d'un personnel salarié délivrée par les services de la CNTS, une copie de l'autorisation d'exportation des produits concernés. Il peut s'agir ici des armes et munitions, des médicaments, engrais. Bon, ça c'est une petite erreur. Une copie de l'acte d'agrément à l'exercice de l'activité commerciale au Cameroun, le cas échéant. Un justificatif du paiement de la somme de 30 000 francs représentant les frais d'inscription au fichier. Un justificatif du paiement de la somme de 15 000 francs représentant les frais de cotisation annuels auprès du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Une copie certifiée conforme de la CNI, de la carte nationale d'identité, du principal responsable du titre de séjour, au cas où il s'agirait d'un opérateur économique de nationalité étrangère, un engagement sur l'honneur s'agissant des exportations du cacao et du café et une copie de la déclaration d'existence s'agissant de l'exportation du cacao et du café. Sur le régime, pour les produits qui relèvent du régime des autorisations spéciales, on voit que ces autorisations sont accordées par les ministres du Commerce à la demande, encore une fois, des personnes morales ou physiques n'ayant pas le statut de commerçant. Et les pièces à fournir ici, il s'agit d'une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment l'adresse complète du postulant, l'objet et les justificatifs de l'exportation, une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ou de l'acte d'exonération du paiement des taxes et droits de douane, la facture d'achat de la marchandise concernée ou tout autre document justifiant de la provenance et de la destination de la marchandise. Pour le cas, ensuite, un justificatif du paiement de la somme de 30 000 représentant les frais de délivrance de l'autorisation, une copie certifiée conforme de la CNI du principal responsable ou du titre de séjour, le cas échéant. En ce qui concerne les autorités signataires de l'attestation d'inscription au fichier, il s'agit au niveau des services centraux du directeur du commerce extérieur. Bon, bien sûr, le ministre du Commerce peut le faire, qui peut le plus, peut le moins.
Et au niveau des délégations régionales notamment, il s'agit du délégué régional, sachant que la durée de validité de l'attestation d'inscription au fichier des exportateurs est d'une durée d'une année budgétaire, comme je l'avais dit plus précisément, un peu plus haut, pardon. Maintenant, au niveau des mécanismes, on s'aperçoit que il y a plusieurs types de soutien aux exportations qui sont accordés aux opérateurs désireux d'exporter, sachant toutefois que le ministère du Commerce apporte une aide, un soutien essentiellement administratif et quelquefois technique. Bon, comme vous pouvez le voir déjà, et je pense que vous avez pu le ressentir dans vos opérations d'exportation en termes de soutien. Vous verrez que le MINEPAT et les chambres consulaires ont quelquefois plus je vais dire, de capacité financière à aider les opérateurs qui sont désireux d'exporter, sans oublier bien sûr qu'il y a un ensemble d'accords de libre-échange qui ont été signés entre le Cameroun et certains de nos partenaires. Je pense ici aux APE, je pense également à la zone de libre-échange continental qui est en cours d'implémentation au niveau de l'Afrique. Donc, au niveau du ministère du Commerce, nous avons dans nos activités nous avons fait des choix qui consistent, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir au niveau de vos écrans, à accompagner les opérateurs à l'obtention des agréments CEMAC-CEAC, à l'appui aux entreprises camerounaises pour l'obtention des certifications, homologations et agréments dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, justement, à la mise en place du label Origine Cameroun certifié, à l'accompagnement des opérateurs pour l'obtention des certifications et homologations des marchés, sur les marchés étrangers, le renforcement des capacités des entreprises camerounaises pour améliorer l'accès de leurs produits au marché d'exportation. Ensuite, nous avons la mise en consommation des produits camerounais à l'étranger. Ici, pour nous, ça consiste à mettre à disposition des consommateurs étrangers les produits camerounais au niveau de showroom et même au niveau de nos ambassades. On essaie, on fait tout ce qui est en notre possible pour faire que les produits camerounais soient consommés au niveau des lignes aériennes et on organise régulièrement des missions diplomatiques auprès des marchés cibles pour peu qu'un ensemble d'opérateurs assez, je vais dire, nombreux nous aient vus et que nous ayons détecté une possibilité de déboucher au niveau de ces marchés européens ou étrangers. On opère aussi par le développement du mentorat et du réseautage des entreprises à l'exportation. Il s'agit ici de la mise en place d'un système de mentorat et de réseautage des entreprises, la structuration de des filières d'exportation des produits culturels et artistiques qui est en cours. Encore une fois, la construction et l'entretien des infrastructures marchands transfrontaliers d'écoulement des produits, l'aménagement des infrastructures frigorifiques de conservation des produits pour le commerce transfrontalier, la construction des espaces marchands dédiés à la commercialisation des produits équitables destinés au marché d'exportation. Ensuite, nous avons la facilitation de l'intégration des biens et services camerounais dans les chaînes de distribution et les chaînes de valeurs étrangères. Il s'agit ici de la commercialisation de produits made in Cameroun sur Alibaba, Amazon et les autres plateformes numériques. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de dire que nous accompagnons toutes les entreprises, PME ou non camerounaises à se mettre à commercer au niveau d'Alibaba, mais il y a un ensemble d'entreprises que nous accompagnons déjà à ce niveau-là et encore, nous serons très heureux d'accompagner celles qui, encore une fois, le solliciteront de notre part.
Nous avons donc des appuis à l'établissement des distributeurs camerounais sur les marchés étrangers, des partenariats avec les grandes chaînes de distribution à l'étranger, la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, qui fait partie aussi de l'une des grandes activités, l'accompagnement des entreprises locales participantes aux manifestations, à participer aux manifestations foraines à l'étranger. Ici, nous pensons tout particulièrement à l'Expo Dubaï qui est en cours et qui va bientôt s'achever, pour laquelle nous avons réussi à obtenir des facilitations pour l'exposition, pour un ensemble d'opérateurs économiques camerounais vraiment qui font partie, qui sont dans plusieurs secteurs, aussi bien l'artisanat que l'agroalimentaire et même le secteur des cosmétiques et hygiène beauté. D'accord. Monsieur Fouet, Aussi, si on peut essayer d'accélérer, s'il vous plaît, je ne vous bouscule pas, c'est juste que le temps nous oui, tient, oui. il y a encore beaucoup de panélistes. Oui, naturellement. Heureusement, je suis arrivé au terme de ma présentation. Ici, peut-être juste pour vous présenter une activité que nous avons effectuée l'année dernière qui consistait à l'élaboration d'un guide pour des entreprises camerounaises pour l'exportation. Et ce guide qui est disponible au niveau de la direction du commerce extérieur se décline en 10 étapes, plus des annexes. La première, c'est pour débuter l'exportation. Ça consiste à évaluer le potentiel d'exportation. L'étape 2 consiste à s'intégrer aux chaînes de valeur mondiale extérieures, oui, chaînes de valeur mondiale. L'étape 3 consiste à tracer l'itinéraire, élaborer le plan d'exportation, ensuite sélectionner le marché cible, élaborer la stratégie de marketing en matière d'exportation, entrer sur le marché cible, la pénétration du marché à proprement dite, ensuite livrer la livraison des marchandises, établir les besoins en matière de financement pour l'exportation, et comprendre le côté juridique du commerce international et encore une fois, le commerce électronique pour les exportateurs. Bon, les annexes ici, ce sont des schémas et des contacts à l'étranger. Donc, je crois que je suis arrivé au terme de mon exposé et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur Fouet, pour cette brillante présentation. Vous avez brossé rapidement un certain nombre d'instruments juridiques ou réglementaires sur lesquels le ministère du Commerce appuie pour exécuter ses missions dans le cadre de l'organisation gouvernementale. Et en particulier, pour les aspects liés au commerce extérieur, vous vous êtes attardé sur la formalité liée à l'enregistrement au fichier des exportateurs. Vous êtes allé dans les détails depuis les éléments qui permettent de constituer le dossier, les déposer, les aspects financiers relatifs à cette procédure, les livrables auxquels les opérateurs sont tenus de s'attendre. Ensuite, vous êtes allé un peu plus loin pour montrer d'autres activités connexes pour lesquelles le ministère du Commerce se déploie pour faciliter la vie aux exportateurs camerounais. Vous êtes à cet effet revenu sur l'assistance que vous apportez aux opérateurs économiques dans le cadre des forats et expositions internationales. Vous avez également insisté sur le guide de l'exportation pour ceux qui sont intéressés par les exportations à l'Union européenne avant de nous remettre la parole. Donc, je pense que les panélistes ont été très édifiés et que s'il y a des clarifications, nous y reviendrons lors de la phase des questions-réponses. Donc, nous permettons de revenir avec votre permission sur l'organisation de notre prochaine session, l'animation de notre prochaine session, qui sera effectuée par Madame Amougou du ministère en charge des forêts. Madame Amougou est technicienne des eaux et forêts en service au MINFOF depuis 8 ans et elle aura donc la lourde responsabilité
de nous présenter de manière spécifique ce que le MINFOF fait comme procédure dans le cadre du commerce extérieur et bien sûr en insistant sur les mesures de facilitation qui sont mises à disposition pour que les gens aient le moins de tracasseries possible. Madame Amougou, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de m'avoir passé la parole. Le MINIFOF a été convié à cette réunion. Pardonnez un peu, j'ai d'abord à partager les travaux. On me dit qu'on ne peut pas démarrer le partage. Allô? Messieurs les organisateurs, pouvez-vous permettre à tous les panélistes de partager les écrans? Comme ça évitera qu'on y revienne au prochain. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est déjà visible à votre niveau. Oui, à mon niveau, oui. J'espère que ça l'est aussi pour les autres participants. Ok, merci. Je vous disais, donc, le MINIFOF a été convié à cette séance de travail pour pouvoir édifier et sensibiliser les participants sur les différents documents délivrés par le MINIFOF en ce qui concerne les exportations de bois. À cet effet, dans les prérogatives qui incombent au MINFOF en matière d'exportation de bois sont régies par la loi 94 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, ainsi que ses textes d'application, les décrets, les lettres circulaires et les décisions. En ce qui concerne l'exportation proprement dite du bois, nous avons deux types d'exportation. Nous avons l'exportation des bois grumes et l'exportation des bois transformés commercialement appelés débités. Pour ce qui est de l'exportation des bois grumes, le document relatif à cette exportation, il s'agit du certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur de bois grumes. Il est renouvelable chaque année ou pas. Et pour exercer cette activité d'exportateur, toute personne physique ou morale devrait remplir les conditions suivantes. Être agréé à la profession forestière, disposer d'une source d'approvisionnement en grumes. La composition du dossier pour le certificat en qualité d'exportation de bois grumes, d'exportateur de bois grumes, il faut une demande des pièces à fournir, une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au MINFOF, justificatif des sources d'approvisionnement en grumes, dont le certificat annuel par l'exploitant ou approbation de contrat de sources d'approvisionnement par le MINFOF, une copie d'agrément à la profession forestière et un rapport d'activité sur les exploitations de l'exercice précédent en cas de renouvellement. Les textes qui encadrent ce document sont la loi numéro 94/01 du 20 janvier 14 portant régime numéro 95/131 Premier ministre du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. La décision numéro 0108/D/ CAB du 9 février. Intervention, texte de loi que vous pourrez voir le cas échéant au sorti de cette séance de travail. L'exportation des bois transformés, entre parenthèses, bois débités. Le document qui encadre cette activité, c'est le certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur de bois transformés, renouvelable chaque année ou pas, ou morale, sont de présenter une attestation de détention de matériel de transformateur du bois, avoir un contrat d'approvisionnement avec titre valide,
être enregistré en qualité de transformateur de bois. La composition du dossier pour bénéficier de ce certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur de bois transformé, il faut une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au MINIFOF, les justificatifs des sources d'approvisionnement valides en bois ou contrat notarié et approuvé par le MINIFOF, une attestation de détention de matériel de transformation délivrée par la DPT, une photocopie du certificat en qualité de transformateur de bois, les documents administratifs et fiscaux, patentes, registre de commerce, carte contribuable, attestation de non-redevance ou quitus. Par le rapport d'activité, il faut un rapport d'activité de l'exercice précédent, de non-activité précédent ou certificat de non-activité en cas échéant, en cas de demande de renouvellement. Les textes qui encadrent, qui régissent ce document sont la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, la loi des finances en vigueur, le décret numéro 95/531 du Premier ministre du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, le décret numéro 2005/099 du Premier ministre du 6 avril portant organisation du MINIFOF, la lettre circulaire numéro 0667 lettre circulaire MINEF/DF/CFC du 23 février 2001 interdisant l'exploitation industrielle du bois dans les forêts communautaires. La décision numéro 0124/D/MINIFOF/SG/DF/SDAF/SAGE du 16 mars 2006 levant suspension des autorisations de récupération, d'évacuation de bois et de permis et autorisations personnelles de coupe. Les textes, vous pourrez les avoir après la séance. La procédure pour l'exportation des bois en conteneur, c'est-à-dire l'empotage. L'empotage, proprement dit, les documents à fournir, c'est le certificat en qualité d'exportateur, soit de bois débité, soit de bois grume. Une non-redevance, le titre de provenance à jour ou en cours de validité, UFA, vente de coupe, etc. Les lettres de voiture, parc de rupture, forêt, les spécifications des produits, les contrats de partenariat pour les sociétés n'étant pas détentrices de forêt, le permis CITES et certificat d'origine pour les essences dont la commercialisation est régie par la convention CITES. La procédure à suivre pour la demande d'empotage, nous avons en ligne. Nous avons une demande d'empotage en ligne faite par l'usager, une autorisation d'empotage accordée par le DDFOF-Voury après étude du dossier. Nous avons une supervision sur le terrain par l'agent commis par le DDFOF qui suit le travail physique sur le terrain, c'est-à-dire identifier la matière bois et toutes les caractéristiques qui incombent au bois à exporter. Ceci par conteneur. Ensuite, il fera son rapport et le traitement en ligne qui suivra, qui fait l'objet d'un traitement en ligne, donc de toutes ces informations qui sont inscrites après que le responsable du service en question ait été identifié en ligne et lui permettre de traiter le dossier en ligne. Après donc ce traitement en ligne qui va renseigner sur tout ce qui a été fait sur le terrain et rapporté par le superviseur, un rapport est signé en ligne par le DDFOF-Voury et le certificat au niveau de la douane est généré et disponible pour la signature physique. Donc, une fois que le rapport en ligne émis est signé et validé par le DDFOF, le certificat est généré au niveau de la douane. L'usager peut être en disposition de son rapport au niveau de son interface de travail pour impression
Et là, il revient au niveau des services des forêts où les signatures physiques sont posées et le retrait du rapport est autorisé. Nous disons que le CITES, pour essayer de renseigner sur l'abréviation, le CITES est une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Un exemple, nous avons le CITES sur le Bubinga, nous avons le CITES sur la Samela, nous avons le CITES sur la Yous. Donc, autant d'espèces d'essence menacées sont encadrées par cette convention en ce qui concerne leur exportation. Le rapport d'empotage, donc, et le bordereau de spécification des bois empotés sont signés par le MINIFOF et délivrés à l'usager après traitement de toutes les procédures en matière des opérations d'empotage. Le rapport, il renseigne sur le caractère permettant ainsi de supervision de l'agent MINIFOF commis sur le terrain. La spécification des bois et le bulletin de spécification à l'exportation sont des documents de la spécification MINIFOF sur de la spécification des bois que l'usager présente au préalable pour pouvoir renseigner sur les caractéristiques des bois qui seront exportés. Il est obtenu à la suite d'une inspection. Il renseigne sur le type d'essence exportée, la qualité, le volume, la provenance des bois concernés à l'exportation, ainsi que leur destination finale. Le bulletin de spécification et la spécification des bois sont obligatoires pour tous les bois à l'export. Les textes qui encadrent cette activité, nous avons la lettre circulaire numéro 0077, bas lettre circulaire, bas MINIFOF, bas DF, bas SDAF du 29 juin 2021. Nous avons le décret numéro 95/531/PM sur le titre 5 de la récupération des industries et de la commercialisation des produits forestiers au chapitre 3 de la commercialisation et de la promotion des produits forestiers qui se trouve dans la loi 94 du 1er janvier 1994. Les textes de loi, vous pourrez les avoir à la fin, comme on disait. Et entre autres, donc, le 10 mars dernier, une nouvelle ère est ouverte pour la dématérialisation des procédures d'exploitation, d'exportation des ressources forestières et leur suivi au niveau du MINIFOF, que nous appelons le CIGIF 2. Pour ce faire, toutes les sociétés sont appelées à aller s'enregistrer au niveau de l'antenne du MINIFOF en Colbison, responsable de l'application CIGIF 2. Elles sont aussi appelées à faire une attestation de détention de stock de tous les volumes de bois résiduels de l'année précédente pour enfin les déclarer dans l'application du CIGIF 2 pour obtenir par la suite les lettres de voiture émises directement par le système CIGIF 2. Notez bien, toutes les sociétés qui ne se conformeront pas à ce processus ne pourront en aucun cas rouler leur volume de bois ou les exporter. Le déroulement de la procédure d'exportation de bois en conventionnel pour ce qui est des bois grumes ou bois débutés, en termes de procédure, le document requis, c'est le même procédé, la même chose que pour les certificats en qualité d'exportateur de bois grumes. En conventionnel, on n'a pas besoin de conditionnement après l'inspection physique qui renseigne sur les volumes des essences et la destination finale. Les informations sont remplies dans le bulletin de spécification. Il rentre dans l'ensemble de documents sécurisés émis par le MINIFOF
et on y accorde plus d'importance pour sécuriser les données traitées par les MINIFOP en cas de fausse déclaration des informations qui y sont inscrites. Un contentieux est ouvert. Il ne génère pas un rapport d'empotage, donc c'est-à-dire l'exportation de bois en conventionnel ne génère pas un rapport d'empotage ni le certificat d'empotage, mais il est nécessaire de produire au préalable la spécification des bois qui est un support non seulement pour l'inspection physique, mais aussi pour la signature du bulletin de spécification. Les 10 documents dans le bulletin de spécification sont sécurisés, sont reconnus par la loi 94 en son article 158, alinéa 7. Pour ce qui est des produits CEMAC, les documents à présenter sont le certificat d'origine de provenance des produits, la lettre de voiture, feuille de route ou bordereau d'expédition. Ça dépend de comment le pays ami voisin présente son document. Pour les produits devant faire l'objet d'exportation en conteneur, la procédure est la même que celle des bois nationaux. Le traitement des dossiers CEMAC est la particularité du port 2, mais tous les rapports d'empotage sont signés par le délégué départemental du Vouré. Le rapport est délivré et la nature des produits CEMAC est mentionnée pour faire la différence entre les bois nationaux et les bois internationaux. Pour les produits en conventionnel CEMAC, il n'y a pas de procédure à proprement parler. Il s'agit juste de présenter les documents suscités aux agents du MINIFOP qui se chargent de produire les statistiques par la suite. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Madame pour cette excellente présentation. Madame Amougou, qui nous a entretenus à l'instant, s'est particulièrement attardée sur les formalités que gère le ministère de la Forêt. Depuis le cadre juridique ou les différentes étapes, elle est allée vraiment de bout en bout en allant dans le maximum de détails pour nous fournir les éléments nécessaires pour nous approprier les aspects liés au bois. Les bulletins de spécification de bois, les certificats d'empotage, les rapports d'empotage qui sont émis par l'administration et tous les autres textes réglementaires qui encadrent l'ensemble des formalités étape par étape nous ont été présentés par Madame Mamoukou. Nous allons espérer que pendant les phases de clarification, les uns et les autres vont nous permettre d'aller encore plus dans le détail pour que nous sortions tous d'ici totalement édifiés par ce qui concerne le ministère de la Forêt. Il nous reste 2 panélistes et pas assez de temps. J'espère que Madame Ondoa de la DGTCFM et Monsieur Mayada nous ont rejoints entre-temps parce que je compte passer la parole à Monsieur Mayada qui est de la Société Générale de Surveillance, plus connue sous son acronyme SGS, sous son abréviation SGS. Il est en fait le gestionnaire du fichier forestier de cette structure qui s'occupe particulièrement d'un certain nombre de procédures qu'il va se charger de nous présenter. Mr. Mayada, you have the floor. Ok, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Oui, nous vous entendons, M. Mayada. Merci, je dis bonsoir à tout le monde. Bien voilà, avant d'évoquer les contours et l'émission de l'ADE, la déclaration d'exportation du BDT et des inspections physiques y afférentes, il me semble nécessaire de définir ce que c'est que le PCSS, le BDT et la demande d'exportation. Alors, qu'est-ce que c'est que le PSE? Le PSE, c'est le programme sectoriel de suivi des exportations. Il permet l'accélération des opérations d'exportation des bois en grumes et de bois sciés. Il offre une meilleure sécurisation des recettes
de l'État et améliore le suivi de l'application des mesures prises en conformité avec la loi forestière. C'est à ce titre que l'exportation des grumes, de bois en grumes, de bois sciés et des écaries d'origine camerounaise est ainsi conditionnée par la présentation du bordereau de taxation qu'on appelle couramment le BDT. Alors, ce BDT, c'est une pièce exigible délivrée par la SGS lors de l'émission des autorisations d'embarquement et dont l'obtention passe préalablement par la levée d'une déclaration d'exportation. Alors, qu'est-ce que c'est que la déclaration d'exportation? La déclaration d'exportation, c'est un document douanier utilisé pour la facilitation des procédures de dédouanement des produits soumis à l'interdiction de sortie, mais placé sous une procédure de surveillance. Alors, il faut bien noter ici que nous avons deux catégories de produits, les produits non soumis et les produits soumis. Nous allons donc présenter les procédures d'obtention de la déclaration d'exportation s'agissant des produits soumis. Il faut rappeler ici que toutes les demandes de déclaration d'exportation émises par la SGS sont initiées sur la plateforme e-Force du guichet unique par des opérateurs disposant d'un code d'accès. Ces produits sont de deux catégories, je le disais. Les catégories des produits soumis à l'exportation. Il s'agit des grumes, des écaries et des bois sciés. Alors, pour ce qui est de l'obtention de la déclaration d'exportation, il y a des préalables qu'il faut remplir. L'exportateur ou son mandataire doit initier une demande de déclaration via e-Force en joignant les pièces suivantes. Il faut les bulletins des spécifications détaillées du bois à exporter, une copie de la facture pro forma, la domiciliation de l'exportation des biens, l'engagement d'échange et le template SGS. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, l'exportateur ou son mandataire doit s'acquitter d'une taxe d'inspection et de contrôle équivalent à 0,95% de la valeur faite reprise sur la facture, sans minimum de perception. C'est quand on précise sans minimum de perception, parce qu'à l'import, il y a un minimum de perception quand le dossier est en deçà. Les 0,95% sont en deçà de 110 000. Le minimum de perception, c'est 110 000. Par contre, à l'export, il n'y a pas de minimum de perception. Et le chèque certifié qui est réclamé est à l'ordre de la BICEC, MIFI, PCRF. Et le compte, le numéro de compte, c'est 34 59 136 5001/26. La troisième condition, c'est sur la base des éléments fournis par l'exportateur que la SGS effectue un contrôle documentaire. Cette analyse porte sur la cohérence entre la déclaration et les spécifications d'une part, la régularité de la classification des essences et le cubage d'autre part. Ainsi donc, après vérification des documents joints à la demande et en l'absence de facteurs de risque particuliers identifiés lors du dit contrôle, la SGS émet la déclaration d'exportation. Il faut noter que nous sommes toujours là dans le cadre des contours liés à l'obtention du BDT. Après
l'obtention de cette déclaration, on passe donc à l'inspection physique du bois. L'inspection physique donne ou impose à l'exportateur certains devoirs, parmi lesquels l'exportateur est tenu de faciliter la vérification physique de la cargaison en vue de son inspection pour la reconnaissance des essences, la détermination du classement tarifaire et le cubage. Ça, c'est le premier devoir de l'exportateur. Le deuxième devoir, l'exportateur est tenu d'accorder un délai d'au moins 3 jours ouvrés avant la date de l'inspection sollicitée. Ainsi donc, la EGS va procéder à l'inspection physique des grumes ou des sillages. Après cette inspection, la EGS transfère les données d'inspection et procède à la réconciliation de la réclamation et les inspections. C'est une espèce de vérification de la conformité de la déclaration par rapport à l'inspection physique. Toujours dans le cadre de l'émission du BDT, alors une fois ce rapprochement entre la déclaration et l'inspection physique fait, l'inspection terminée, la EGS émet le bordereau de taxation sur un papier sécurisé par un QR code sur la base des données d'inspection et dans les 3 jours ouvrables suivant la remise documentaire complète. Après cette émission du bordereau de taxation, il faut noter que bien avant la dématérialisation, il y avait la transmission du BDT. Mais cette transmission du BDT aujourd'hui se fait de façon électronique. Les opérateurs économiques ou les exportateurs ne viennent plus dans le bureau de la EGS pour obtenir la copie non négociable. C'est l'un des atouts, si on peut le dire ainsi. La dématérialisation a pu favoriser beaucoup de choses. Ainsi donc, la copie non négociable du bordereau de taxation est mise à la disposition de l'exportateur ou son mandataire via e-force. L'original sera par la suite envoyé sur la plateforme après réception du GUS de la notification du paiement du BDT. Bon, s'agissant des réclamations, s'il faut revenir là-dessus, les exportateurs ou les mandataires qui ont des réclamations à formuler au sujet des activités d'inspection introduisent une demande sur la plateforme et la EGS l'analyse. Si elle est fondée, on procède donc aux modifications concernées. Je vous disais à l'entame de ce propos qu'il y avait des produits non soumis. C'est vrai que parmi lesquels on parlait du cacao, café, ce n'est pas le cas ici, mais il faut quand même noter que parmi les produits non soumis, parce que nous parlons de la déclaration d'exportation, la EGS lève aussi la déclaration d'exportation, mais cette fois-là pour les produits non soumis que sont le cacao, le café et les plantes médicinales. Bon, voilà grosso modo les contours liés à l'obtention du BDT. Merci pour m'avoir passé la parole. Merci, Monsieur Meada. À travers le guide de l'exportateur de la EGS, vous avez parcouru avec nous l'ensemble des formalités pour lesquelles vous êtes mandaté par le gouvernement pour accompagner les exportateurs, de la déclaration d'exportation, les BDT qui sont liés spécifiquement au bois. Vous êtes vraiment allé dans les détails en présentant tous les prérequis, la façon dont les traitements sont effectués et le livrable sur les documents sécurisés.
notamment par des codes QR. Vous avez aussi insisté sur l'apport de la dématérialisation dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures-là, de l'exécution de ces procédures, notamment à travers les échanges qui ont été implémentés entre le système de la SGS et la plateforme du guichet unique. Une fois de plus, et comme pour les autres panélistes, nous espérons que la phase des échanges va nous permettre de revenir en détail sur un certain nombre de procédures, des points, peut-être des zones d'ombre qui persisteraient dans la tête de certains participants. Et, ce qui me permet donc de passer la parole à la dernière panéliste de cette première partie de notre webinaire, de notre série de webinaires. Il s'agit de Madame Ondoa Josiane, épouse à Tangana, qui est inspecteur de régie financière et actuellement chef de service des transferts à la Direction générale du Trésor de la coopération financière et monétaire depuis pratiquement une demi-décennie qu'elle exerce au niveau de cette administration. Donc, Madame Ondoa, nous vous prions de nous éclairer sur les procédures que la DGTCFM applique dans le cadre des exportations de manière générale et en particulier pour le bois. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Fauzi. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons 5 sur 5. Allô? Okay. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Ondoa. Bonsoir, Madame Ondoa. OK. Bonsoir. Bon, le thème qui m'a été imparti, c'est de présenter le contrôle d'échange à travers la licence d'exportation et le suivi du rapatriement des recettes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste dire en guise d'introduction que la réglementation d'échange, c'est quoi? C'est un ensemble de textes juridiques qui régit les relations financières et commerciales d'un État avec l'étranger. Donc, avant 2018, il était régi par un texte communautaire du 29 avril 2000. Avec la crise des devises en 2016, la Banque centrale a engagé une refonte de ce texte qui datait de plus de 22 ans. Les travaux se sont achevés et depuis le 21 décembre 2018, on a un nouveau texte accompagné d'une instruction, l'instruction numéro 006/GR/2019 du 10 juin 2019, qui précise les conditions et modalités de déclaration, domiciliation, des exportations des biens et services et de rapatriement dans la CEMAC des recettes afférentes. Donc, la Direction générale du Trésor a la charge de veiller au respect des dispositions de la réglementation d'échange en zone CEMAC. À ce titre, elle s'occupe du suivi du rapatriement des recettes d'exportation et délivre régulièrement aux exportateurs sur leur demande les licences d'exportation ainsi que les attestations de rapatriement des recettes d'exportation. Vous aurez les textes de référence dans l'exposé qui vous sera transmis. Quelle est la place de la licence d'exportation dans les opérations du commerce extérieur? D'abord, la licence d'exportation, c'est un document qui est exigé lors de l'exportation, excusez-moi la tautologie, de certaines marchandises soumises au contrôle du commerce extérieur. Bon, dans la réglementation d'échange, on parle tantôt de titres d'exportation, déclaration d'exportation, à ne pas confondre avec la déclaration d'exportation douanière. Elle a une durée de validité de 3 mois qui peut être prorogée de 3 mois supplémentaires en cas de prorogation. Et la modification, l'annulation d'une licence levée doit intervenir avant sa date d'expiration. À l'origine, la délivrance des licences d'exportation était essentiellement manuelle. Depuis 2013, la Direction générale du Trésor a mis en place un système de gestion des licences d'exportation. Ce système-là a été connecté par interface à EGUS afin de délivrer les licences d'exportation en ligne dans le cadre de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Comment établit-on une licence? C'est très simple. Si vous êtes en possession, en tant qu'exportateur, si vous êtes en possession d'un contrat commercial ou d'une facture proforma, vous domiciliez cette facture proforma ou ce contrat-là auprès d'une banque agréée de la place, dont la valeur est au moins égale à 5 millions de francs CFA.
et les informations contenues dans le formulaire de la licence sont renseignées par les exportateurs eux-mêmes ou bien leurs représentants et puis transmises par la plateforme à toutes les parties prenantes. Et ce que l'administration d'échange fait, c'est de s'assurer la régularité des indications portées sur la licence avant de procéder à sa validation. Quelle est la portée juridique d'une licence? La licence d'exportation donne lieu à un engagement de change ferme qui oblige l'exportateur à rapatrier et à céder les recettes d'exportation afférentes dans les délais réglementaires applicables. Et depuis le règlement CEMAC du 21 décembre 2018, l'exportateur dispose d'un délai maximum de 150 jours à compter de la date effective de l'exportation pour encaisser et rapatrier le produit des exportations résultant des ventes fermes. Et le non-respect de ce délai expose le contrevenant à des sanctions pécuniaires. Les services d'échange de la Direction générale du Trésor procèdent généralement pour tous les exercices à une opération qu'on appelle l'appurement des licences. Il s'agit d'une procédure de contrôle sur pièce et sur place ayant pour but de s'assurer l'effectivité de la réalisation de ces opérations déclarées sur la plateforme de gestion des licences. Donc, les services font quoi? Ils s'assurent la concordance des informations déclarées par l'exportateur, à savoir la valeur totale, le volume total, le nom du client, la destination finale du produit, la banque domiciliataire par opération d'exportation. Et ces appurements-là s'effectuent auprès de nos services régionaux compétents qui sont des démembrements de la Direction générale du Trésor dans les 10 régions du Cameroun. Donc, en somme, nous pouvons dire que la licence d'exportation permet de suivre la traçabilité de l'exportation des marchandises. Et c'est l'un des éléments constitutifs du dossier de demande d'attestation de rapatriement des recettes d'exportation. Pour ce qui est du suivi du rapatriement des recettes d'exportation, il faut comprendre que le rapatriement joue un rôle important dans les échanges avec l'extérieur car il alimente nos réserves d'échange. Les réserves d'échange étant entendues comme les avoirs en devises étrangères. Donc, allô? Nous vous écoutons, madame. Oui, nous vous suivons. OK. D'accord. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que les recettes d'exportation issues des rapatriements constituent l'élément principal à l'origine de l'accumulation de réserves d'échange, comme je disais tantôt. Et depuis le rapport des commissaires aux comptes de la BEAC en mars 2015, les États membres ont enregistré une diminution drastique des réserves d'échange ces dernières années. Et cette baisse des réserves d'échange s'explique tantôt par la baisse des cours mondiaux du pétrole brut et aussi par le non-rapatriement effectif des recettes d'exportation de nos produits de base. C'est pour cela qu'en 2001, le gouvernement camerounais a institué une mesure qui consistait à, avant de rembourser les crédits TVA aux entreprises exportatrices, on leur obligeait à venir déclarer leur rapatriement d'exportation. Et c'est depuis ce temps-là que la Direction générale du Trésor délivre les attestations de rapatriement des recettes d'exportation pour un meilleur suivi des rapatriements des recettes. Comment faire pour avoir une attestation de rapatriement des recettes d'exportation? Il faut être une personne morale résidente, avoir exporté des produits hors de la zone CEMAC. Et les conditions sont définies par la circulaire numéro 0-829-MINFI-BCE du 20 mars 2001. Donc, vous voyez que ça date de plus de 20 ans. Comme pièce à fournir, il faut une demande timbrée au tarif en vigueur précisant la période des exportations. Il faut la copie de la carte de contribuable ou attestation d'immatriculation ou attestation de non-redevance. Il faut une copie de chaque titre d'exportation ou licence d'exportation correspondant à la période concernée. Il faut des factures pro forma ou définitives dûment visées par les banques. Il faut des connaissements au titre de transport aérien correspondant. Enfin, il faut des avis de crédit bancaire ou attestation bancaire de rapatriement. Donc, ça, ce sont les pièces qu'il faut fournir pour avoir droit à une attestation de rapatriement des recettes d'exportation. Bon, avant de clôturer, je voudrais juste rappeler aux exportateurs que la nouvelle réglementation d'échange a apporté quelques innovations en ce qui concerne le rapatriement. Désormais, je l'ai dit plus haut, que le délai de rapatriement est désormais de 150 jours. Il n'est plus 30 jours comme à l'époque, à compter la date effective de l'exportation.
on a introduit l'obligation de domiciliation avec la délivrance d'une attestation de domiciliation auprès des banques. Nous avons l'avènement, la preuve, l'apurement bancaire qui peut être total ou partiel, qui s'effectue tous les 15 jours suivant le rapatriement des recettes. Il faut, bon, il y a d'autres pièces qui vont vous faire fi, hein, mais ce qu'il faut comprendre aussi pour les exportateurs, c'est qu'il est interdit aux exportateurs d'effectuer des rapatriements dans la banque autre que celle où il a domicilié ses opérations. Donc, si un exportateur a domicilié une exportation dans la banque A, elle devrait rapatrier ses opérations dans la banque A. Si l'exportateur savait qu'il a rapatrié dans la banque B, il est soumis à des sanctions qui vont de l'ordre de 2% du montant des recettes rapatriées. Et enfin, je vais dire que le non-rapatriement des recettes est sanctionné par une amende de 10% du montant mis en cause, assorti le cas échéant la suspension de transfert du contrevenant dans l'ensemble du système bancaire CEMAC d'une durée allant de 1 à 9 mois. En guise de conclusion, je vous ai parlé tantôt de la circulaire qui régit la production, la délivrance des attestations de rapatriement qui date de 2001. Au niveau du ministère des Finances, nous sommes conscients qu'il faut arrimer le texte avec la venue du nouveau règlement qui date de 2018. Nous avons engagé une réforme dans ce sens et le texte est déjà sur la table de la hiérarchie. Il sera signé dans les prochains jours. Mais il n'y a pas trop de différence avec tous les éléments que je voulais citer plus haut. Donc, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Bien, merci Madame Ondoa pour cette brillante présentation. Vous êtes revenu sur les deux principales procédures, notamment la licence à l'exportation ainsi que l'attestation de rapatriement, sans oublier de nous édifier tous sur les nouvelles dispositions de la réglementation de change ainsi que l'instruction, notamment l'instruction qui va avec, édictée par la Banque centrale, qui est contrôlée par la Direction générale du Trésor, la coopération financière et monétaire. Nous avons écouté avec attention les différentes étapes que vous avez présentées et toutes les règles et contraintes qui s'y rapportent. Et nous sommes rendus à 16h42. Nous allons à cet instant ouvrir le panel pour les échanges. Mais avant de laisser la parole à ceux qui voudraient la prendre à l'instant, permettez-moi de présenter quelques-unes des questions qui avaient déjà été présentées, posées dans la file de discussion. Cette première question relative à la disponibilité des documents, nous informons tous les panélistes et tous les participants que les fichiers numériques des panélistes seront mis à votre disposition dès la journée de demain, le temps pour le secrétariat de les consolider et de valider les dernières versions avec chacun des panélistes. Il y a une autre question concernant e-force pour savoir si la cotation des dossiers au transitaire se fait de manière aléatoire. Je passe très rapidement la parole à Madame Fokam pour nous apporter l'éclairage. Merci, M. Faouzi, de me passer la parole. Pour ce qui est de la cotation des dossiers au transitaire, si l'exportateur initie son opération sur la plateforme, il a la liste des transitaires à qui il peut coter ses dossiers. Donc, dès qu'il clique sur le bouton coter, il aura une liste et dans cette liste-là, il pourra choisir tout simplement le CAD à qui il veut transmettre son dossier. C'est bien noté. J'espère que le panéliste est satisfait de la réponse autant pour moi. Sinon, il pourra toujours revenir dans la phase de discussion. L'autre question concerne la LGS.
Et certainement, l'IFOS dit je ne comprends pas pourquoi un dossier est débité. Quand je choisis débiter au champ marchandises, le dossier va à la LGS. Raison pour laquelle je choisis autre comme marchandise à la place de débiter. Donc, la LGS est priée d'apporter des clarifications. Je pense que là, ça interpelle particulièrement la réforme qui a consisté à ajouter les débités dans le PSSE. Oui, je crois que, merci M. Biltek, mais je pense que je vous retourne la question parce que ce n'est pas la EGS qui a mis l'application en place. E-Force a été mis en place par le guichet. Alors, quand un client déclare avoir choisi ou cliquer sur tel icône ou tel case que le dossier nous parvienne, je n'ai vraiment pas de franges pour répondre à cette question. Je pense que l'application étant mise en place par vous, vous serez mieux placé pour répondre à cette question. Bien. Merci pour cette clarification, pour cette réponse, M. Mayada. Monsieur Mayada, en réalité, depuis dans le nouveau contrat LGS relatif aux débités, au PSSE, les débités avaient été étendus et ça a fait l'objet de beaucoup de discussions entre les opérateurs forestiers et le MINFOF et le MINFI et la LGS. Donc, il y a eu plusieurs discussions autour de la question. Jusqu'aujourd'hui, la question n'est pas totalement tranchée, mais d'après les textes actuellement en vigueur, les débités font partie de ce qui est soumis au PSSE. Voilà la raison pour laquelle, lorsque vous sélectionnez débité, ça va au PSSE. Voilà. Je peux également surenchérir, je peux apporter ou embrayer sur votre réponse. Bon, moi, à ma connaissance, quand on choisit sur l'icône sillage, je pense que pour la plupart qui ont décidé de contourner la LGS passant par la formule 1, quand ils choisissent que le dossier vienne chez nous et qu'il soit surpris que le dossier nous a été destiné, quand on met le dossier en traitement, ils abandonnent carrément. Même quand on leur envoie la déclaration d'exportation, la suite, il y a plein de dossiers qu'ils ont abandonnés comme ça et ils sont allés passer par la formule 1. Ce n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit. C'est un choix. C'est optionnel. Donc, quand ils vont soumettre un dossier sur la plateforme, quitte à eux, il faut qu'ils soient bien formés. S'ils ne veulent pas que le dossier passe par la LGS, qu'ils choisissent la formule 1. Et quand ils choisissent une autre formule et qu'il se trouve qu'ils ne voulaient pas que ce dossier passe par la LGS, ils auraient souhaité que le dossier passe directement par la formule 1 et qu'il aille directement en douane, ils sont donc surpris. Donc, de grâce, il faut encore réinitier des séances de formation. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et peut-être que vous voyez souvent les messages qui nous sont destinés. Merci. Merci, M. Mayada, pour ce complément. Bon, j'ai été peut-être un peu obligé de vous bousculer pour que vous réagissiez comme il faut, mais en réalité, voilà la raison pour laquelle... Et maintenant, les opérateurs sont priés, tant que faire se peut, de se conformer à la réglementation, sachant que, bon, les syndicats de la filière bois, le SCPBC notamment, le GFBC notamment, est en train de travailler activement pour que cette réglementation soit actualisée en conséquence. Donc, je vais passer à la prochaine question. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir quelle est la garantie, quelle garantie avons-nous de l'origine certaine d'une essence floristique en transit par le Cameroun au regard de la confluence des forêts dans la sous-région? Avons-nous toujours un feedback des contentieux internationaux nés de ces expéditions? Donc là, la question revient particulièrement au ministère de la Forêt, qui pourra
nous aider à l'administration des douanes, qui n'est pas pour le moment dans le panel. Madame Amogouya est connectée? Oui, je suis connectée. Voilà, donc il y a quelqu'un qui se demande comment est-ce qu'on est sûr de l'origine du bois, sachant que les forêts sont confluentes. Notamment, je prends le cas du Congo, je prends le cas de la Centrafrique. OK, il voudrait connaître par comment on peut justifier la provenance des bois de la sous-région, les bois CEMAC. Oui, comment vous faites pour être sûr que ça, c'est un bois CEMAC et que ce n'est pas un bois camerounais qui a été... Bon, lorsque les bois en transit, dans les bois de la sous-région entrent dans le territoire, il y a d'abord la marque CEMAC sur les produits bois et maintenant, sur les documents qu'ils doivent présenter au MINFOF, il y a le certificat d'origine qui renseigne sur la provenance du bois et tous les passages auxquels le bois tous les passages de contrôle par lesquels le bois sont passés. Donc, il y a des documents, comme je vous ai dit plus haut, j'ai cité les différents documents qu'il fallait présenter aux agents MINFOF. Nous avons le certificat d'origine qui renseigne sur la légalité du bois et maintenant les lettres de voiture, les bordereaux d'expédition, ou bien feuille de route, comme il mentionne là-bas, mais ce sont les différents documents qui font foi parce que nous prenons la peine de lire les informations auxquelles nous attendons. Bien, merci madame pour ces clarifications. Juste pour apporter un complément, pas un complément, apporter des éléments additionnels. Lorsque les marchandises, le bois notamment en provenance des pays voisins, doivent transiter par le Cameroun ou pour toute importation par voie routière, de la même manière que la prise en charge est faite au niveau maritime ou aérien, il y a une prise en charge qui est faite aussi bien par l'administration des douanes que par les autorités compétentes, notamment dans le cas du bois, par le MINFOF, au niveau de la frontière. Donc, c'est à ce niveau où les contrôles documentaires sont effectués. Et dans le cas particulier de la douane, je pense qu'il y a même un enregistrement qui est fait dans le système CAM6 pour permettre donc de faciliter le suivi lorsque ça va arriver au niveau soit du port de Kribi, soit du port de Douala. Donc, il y a quand même le risque zéro n'existant pas. Il faut quand même dire qu'il y a une disposition réglementaire et opérationnelle pour pouvoir prendre en charge les marchandises florales en transit. Bien, la prochaine question. Nous avons le certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur. On nous demande, est-ce qu'il est renouvelable ou pas? Pour le bois en grume ou débité. Donc, ça c'est une question qui revient toujours au MINFOF. Oui. Pour ce qui est du document de certification en qualité de bois, d'exportateur de bois, pour le certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur de bois en grume ou débité, c'est renouvelable dans la mesure où le document est nécessaire lorsqu'il fera l'objet d'une activité. Et lorsque vous n'envisagez pas faire l'activité, on ne voit pas dans quel cas vous irez renouveler. Donc, pour travailler, pour être en activité, il faudrait que ce document soit valide, qu'il soit à jour. Donc, c'est pour ça qu'on dit renouvelable ou pas. Renouvelable, c'est pour celui qui veut continuer son activité, son exercice, et ou pas pour celui qui arrête son exercice. Voilà. OK. Donc, en fait, pour dire que celui qui a arrêté n'a pas besoin de faire une formalité particulière puisque son enregistrement s'expire. Et donc, dès qu'il va vouloir recommencer, il va falloir nécessairement qu'il renouvelle. Je pense que c'est ça qui était le contenu des propos de Mme Amokou lors de sa présentation et ce qu'elle vient de clarifier.
Enfin, parmi les questions qu'on avait sélectionnées, la lettre de voiture internationale, le certificat d'origine délivré dans SIGIP 2 en Colbison pourrait être un document nécessaire si déposé dans une base de données commune avec les douanes. Donc, en fait, c'est un questionnement qui va dans le sens de savoir si ces documents sont effectivement exploités par la douane de manière électronique. Bon, pour ce qui est du SIGIF 2, c'est une base de données propre au MINIFOF, c'est-à-dire c'est une base de données pour ces documents sécurisés pour pouvoir émettre ces lettres de voiture. C'est une dématérialisation propre au MINIFOF en ce qui concerne l'exploitation et l'exportation des produits forestiers. Voilà. Bien, merci pour cette clarification. On espère que l'opérateur est satisfait. Nous avons une question qui vient de tomber également sur la chaîne de discussion là et qui est adressée au Trésor. Comment se passe l'apurement après exportation? Est-ce qu'il est fait par l'exportateur sur la plateforme eForce? Bon, elle concerne le Trésor, mais si vous appelez eForce, je vais confirmer que l'apurement, le suivi des expéditions est fait sur la plateforme, mais l'apurement n'est pas encore géré puisque la procédure d'attestation de rapatriement de devises est en cours de finalisation. Et nous espérons qu'à la suite de cela, on pourra donc gérer plus efficacement les apurements. Maintenant, je passe la parole à Madame Ondoa du Trésor qui va repréciser un peu comment se passe l'apurement après l'exportation. Comment se passe l'apurement des licences d'exportation? Bon, pour cette question, je vais donner la parole à un opérationnel. Il va mieux vous expliquer comment se passe l'apurement parce qu'il est en charge des apurements des licences d'exportation. Monsieur Ramsès Djangé. Bonsoir à tous. Et bonsoir, monsieur Djangé. En ce qui concerne la procédure d'apurement des licences d'exportation que nous effectuons dans nos services, dans la pratique, l'apurement en lui-même, il est question de faire correspondre les informations qui ont été déclarées au préalable et qui sont contenues dans la licence d'exportation avec l'ensemble de l'alias documentaire qui accompagne l'opération du début à la fin. L'alias documentaire en question est constitué de la facture pro forma sur la base de laquelle on génère la licence d'exportation, la licence d'exportation elle-même, les factures définitives, les documents de transit, à savoir connaissement et autres, les documents de douane, le bon à embarquer et éventuellement le document qui justifie le paiement de l'opération. C'est à ce moment-là que l'opération d'exportation est close. Maintenant, il est question de faire correspondre les informations sur le client. Les informations qui ont été déclarées au départ relatives au client, à la destination de la marchandise, le montant et les volumes. Il est question de les checker entre ce qui apparaît sur la licence d'exportation, qui est le document que l'administration fournit, et les autres documents, à savoir les factures pro forma, factures définitives, connaissement et éventuellement les avis de crédit. Donc, l'apurement nous permet de s'assurer que le nom qu'on trouve sur les factures, le nom et les informations relatives au client qu'on trouve sur les factures doit être identique aux informations sur la case client qui a sur et la licence d'exportation et le connaissement qui est le document de transit, les documents de douane qui justifient la sortie du territoire et l'avis de crédit qui prouve que c'est effectivement le même client qui a réglé la facture. Le pays de destination qui apparaît sur la licence d'exportation doit être
La même chose qui doit apparaître sur le connaissement qui justifie le déplacement du point de départ qui est le Cameroun au point d'arrivée que le client doit réceptionner. La même information doit apparaître sur la facture définitive qui est déposée à la banque. Il en va de même des quantités en volume et des montants qui sont sur les factures, qui apparaissent sur la licence et qui éventuellement apparaîtront sur l'avis de crédit. De façon résumée, c'est la procédure pratique de l'apurement. Bien, merci. Il y a des questions qui ne font que arriver côté discussion. Pour qu'on ne nous accuse pas de monopoliser la parole, nous avons une dizaine de minutes. Nous allons peut-être passer la parole directement à ceux qui voudraient la prendre pour permettre aux participants également de se faire écouter. Voilà, donc, messieurs les organisateurs, s'il y a des participants qui ont la main levée, vous pourrez nous les passer au fur et à mesure. Je n'en vois pas là dans... Voilà, je vois un qui a levé la main. Il s'agit de M. Amadou Sangou. Monsieur Amadou Sangou, vous avez la parole. Votre micro, il est fermé. Hein. Monsieur Sangou. Nous vous écoutons. En attendant qu'il trouve une solution pour son micro, je ne vois pas d'autres mains levées. Je vais profiter pour prendre rapidement une question adressée au guichet unique. Pourquoi créer le dossier par copie, Madame Fokam? Mon micro, là, ça ne donne Ah pas. oui, monsieur Sangou nous a rejoint. Ça passe maintenant? Oui, ça passe maintenant. Ah, je m'adresse donc à Madame Amougou. Oui. Nous vous écoutons. Tout simplement par rapport à la dématérialisation qui était censée être alléger un peu la procédure au niveau du MINFOF, au niveau de l'obtention du rapport d'empotage, je me rends compte qu'au contraire, ça a plutôt alourdi parce que quand il faut introduire une demande d'empotage, il y a une partie où ça demande la spécification qu'on essaie d'introduire, le certificat d'origine qu'on essaie d'introduire, ainsi que la facture finale. Mais on se rend compte qu'au moment où il faut nous... Nous vous avons perdu, hein, monsieur Sangou. Madame Fokam, est-ce que vous pouvez répondre à la question tout à l'heure, le temps que monsieur Sangou nous retrouve avec son micro? Madame Fokam? J'espère que ce n'est pas moi qui suis off. Hein. Non, monsieur, nous vous attendons très bien. Madame Fokam n'étant pas en ligne. Bon, en fait, ce qu'il faut dire... Hein, allô? Allô? Oui, oui, monsieur Obilitek. Oui, Madame Fokam doit intervenir à travers mon profil. D'accord. Allô? Oui, oui, nous vous écoutons. Okay. Désolée, j'ai un petit souci avec ma machine. En fait, la création par copie est tout simplement, cette fonctionnalité facilite la tâche aux opérateurs. C'est-à-dire que si j'ai un dossier avec le même destinataire, avec presque les mêmes informations quant à l'exportateur, je peux tout simplement créer le dossier par copie et je change les informations liées à la marchandise. Cela va éviter la ressaisie des informations liées au destinataire et à l'exportateur. Donc, voilà en quoi c'est la fonctionnalité création par copie. D'accord.
Merci pour ces clarifications. Une question à la SGS. Pourquoi ne pas notifier les usagers sur lorsque leur documentation n'est pas à jour? Ça se fait régulièrement. Quand le dossier n'est pas conforme, on le renvoie en complément d'information. Si peut-être celui-là n'a jamais eu de complément d'information, je parle sous votre contrôle, il y en a eu plusieurs. Bien, c'est noté. Donc, l'usager est prié de se rapprocher de M. Mayada à la cellule LGS du guichet unique pour les détails, les canaux de notification qui sont disponibles à ce niveau. Nous prenons la dernière question avant de remettre la parole aux organisateurs. Elle concerne le ministère du Commerce. Comment se passe le renouvellement du fichier des exportateurs? Alors, merci pour la question. Le fichier des exportateurs, comme on a dit dans la présentation, c'est pour une année budgétaire. Ça signifie que vous devez renouveler, l'opérateur doit revenir auprès de nous pour renouveler son inscription. Merci. Oui, je pense que la question allait dans le sens de dire est-ce qu'il y a des critères additionnels ou voilà. Non, il n'y a pas de critères additionnels, hein. Ici, il s'agit vraiment, si vous faites déjà de savoir dans quel régime est-ce que vous vous trouvez, est-ce que ce sont les libertés, est-ce que ce sont les interdictions, est-ce que ce sont les autorisations. Maintenant, ça dépend véritablement de l'opérateur. S'il exportait un bien particulier, qui ne nécessitait pas, par exemple, au niveau peut-être des médicaments, d'une autorisation. Enfin, il exportait préalablement peut-être, je ne sais pas, des jus de fruits, et puis l'année suivante, il commence à exporter des médicaments. Bon, là, c'est sûr il faudra maintenant voir qu'il y a déjà un changement de régime et il faudra une autorisation, par exemple, pour une autorisation au niveau du ministère de la Santé. Donc, mais sinon, les éléments à remplir sont les mêmes, les frais sont les mêmes, les signataires restent les mêmes et au niveau des frais à payer, c'est la même chose en fait. Bon, j'espère avoir répondu à la question cette fois-ci. Voilà, oui, là, je pense que c'est un peu plus clair. Messieurs les organisateurs, je pense que nous avons eu l'honneur d'écouter tour à tour le guichet unique, le ministère du Commerce, le ministère des Forêts, la LGS, la Direction générale du Trésor, sur les procédures qui leur incombent relativement à l'exportation du bois. Et nous avons suffisamment été édifiés sur les brillantes présentations que les uns et les autres ont pu nous servir lors du temps qui leur était imparti à tour de rôle. Et à la suite de ça, nous avons pu enregistrer quelques questions très intéressantes posées par les participants en ligne, auxquelles nous nous sommes efforcés, chacun en ce qui le concerne, d'apporter les clarifications nécessaires. Nous savons que nulle œuvre n'est parfaite et nous savons peut-être qu'il y a encore, malgré que nous ne voyons pas de mains levées, nous n'avons pas vu les mains levées jusqu'à la fin de cette session, qu'il y a peut-être encore des zones pour lesquelles les opérateurs seraient amenés à poser des questions. Les canaux présentés par chacun des panélistes, que ce soit la hotline du guichet unique ou les différentes adresses email des panélistes qui vous seront servis, restent ouverts pour toutes les questions relatives au sujet que nous avons abordé cet après-midi. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier les uns et les autres, les panélistes, vous féliciter une fois de plus pour la qualité de vos exposés et la pertinence des réponses que vous avez apportées aux différents utilisateurs. Et je repasse donc la parole aux organisateurs pour les modalités de clôture de ce webinaire. Merci. Merci, M. Fawzi. Merci à tous les panélistes et aux